Est-ce qu'on a commencé? Non, tout à fait. Ah, ok. Ça, c'est notre rôle d'expliquer le pourquoi du comment. Moi, j'adore voyager. Je suis déjà allée plusieurs fois en Afrique. On me dit de faire la fièvre jaune. Ben, je fais la fièvre jaune. Je me pose même pas la question. Donc, parfois, je me dis pourquoi est-ce qu'ici, il y a un tel débat pour ce vaccin contre le coronavirus. L'hésitation vaccinale, elle est là depuis des années. Elle n'est pas nouvelle. C'est juste qu'ici, comme elle est à l'échelle de toute la population, évidemment, elle va prendre le devant de la scène. Tout le monde va se poser des questions puisqu'on va tous y passer à cette vaccination si on a plus de 18 ans. Alors, quand on parle des vaccins des enfants, c'est les parents en plus qui doivent prendre une décision pour leur enfant, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer. C'est aussi une discussion qu'on a souvent en consultation. Pour la campagne grippe, on va vacciner les personnes âgées, le personnel de soins. Chaque année, on discute dans notre équipe qui va se faire vacciner contre la grippe. Pourquoi on se fait vacciner? On ne se fait pas vacciner pour nous, mais on se fait vacciner pour la personne âgée qui va être devant nous, qui est à risque de faire une complication de grippe, et on n'a pas envie qu'elle en meure. Et donc chaque année, on a cette discussion, c'est pas du tout nouveau pour nous. Et donc ces personnes dans le personnel de soins qui ne veulent pas se faire vacciner sont des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, mais pas juste pour le coronavirus, pour d'autres maladies aussi. C'est pas nouveau en fait. Donc je comprends que ça inquiète les gens. Nous, c'est pas une nouveauté. Les questions ont toujours été là, sont toujours les mêmes. Il faut pouvoir les travailler, les écouter, les comprendre et pouvoir accueillir tout le monde, parce qu'il y a des questions qui sont juste sur des fausses croyances. Et alors là, c'est là qu'on arrive à travailler beaucoup plus. Et puis tout est un peu exacerbé parce que tout tourne pour l'instant autour du Covid. Et que ça concerne et tout le monde. En plus, ça a été plus vite, effectivement, que d'habitude. Donc ça rajoute une couche d'anxiété. Mais ce que l'on voit, en tout cas nous, à l'hôpital, les personnes qui hésitaient au début de la campagne de vaccination, il y en a de plus en plus qui maintenant s'inscrivent parce que ça va bientôt se terminer et qui se disent tout compte fait, lui s'est fait vacciner, elle s'est fait vacciner, dans mon équipe quasi tout le monde s'est fait vacciner, tout le monde va bien. Il y a un sentiment aussi de soulagement. On n'a pas envie d'être le premier en fait. Et donc c'est un normal. entraînement positif. Donc il y a aussi cet effet-là, je pense, au plus on va avoir autour de soi des personnes vaccinées, au plus on va aussi avoir envie. Mais être rassuré. Oui, rassuré. Oui, tout à fait. Il y a Monique aussi qui dit, même en étant vaccinée, pourquoi attrape-t-on le Covid? Ce n'est pas très rassurant. Si, en fait, il faut nuancer. Donc le vaccin va protéger contre la maladie en tant que telle et surtout contre les formes graves. Ça, c'était vraiment le premier objectif. Donc on peut être vacciné et quand même attraper le virus, même si maintenant on a de plus en plus de données qu'on n'avait pas au début qui montrent qu'on a beaucoup moins de chances d'attraper le corona quand on est vacciné par rapport à quand on n'est pas vacciné. On n'avait pas cette donnée avant, maintenant on l'a, donc ça c'est très bien. Mais donc même si on l'attrape, par malchance, les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Même les plus efficaces, c'est 94%, 95%. Ce qui est déjà dingue. Ce qui est déjà incroyable pour un vaccin. Eh bien, on ne va pas faire de forme grave, de forme sévère. Donc on va peut-être juste avoir, je caricature, mais peut-être un peu de fièvre ou pas, ou juste un peu le nez qui coule. Et en soi, ça n'est pas grave du tout. Mais et par en contre, plus, on pourrait le transmettre on pourrait pas effectivement, mais moins aussi. On a montré que même les personnes chez qui on trouvait du virus quand on était vacciné, la charge virale, la quantité de virus était moins importante. Donc c'est pour ça que si on cumule tout, le fait d'avoir moins de risques de l'avoir, que même si on l'a, on en aurait moins, et que même si on l'a, on n'est pas malade, si toutes les personnes sont vaccinées, au final, voilà, le risque devient très faible. C'est pour ça que, par exemple, même aux États-Unis, eux, ça y est, c'est officiel, les personnes vaccinées entre elles, ils ont estimé, en calculant les différents types de risques, qu'elles pouvaient être ensemble, manger ensemble, même à l'intérieur, sans masque. Today, CDC is updating our guidance for fully vaccinated people. Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a mask or physical distancing. Parce que moins de risque de l'attraper et moins de risque de développer une forme sévère, eh bien ça fait un risque de transmission qui est tout à fait acceptable. Ce qui n'est pas encore ici à l'heure actuelle recommandé en Belgique, mais aux États-Unis, dans les recommandations officielles de leur société de maladies infectieuses, c'est passé. If you are fully vaccinated, you can start doing the things that you had stopped doing because of the pandemic.
J'ai une question aussi qui est revenue beaucoup, c'est Audrey, Félicia, Céline notamment qui me l'ont posée sur Instagram. Il y en a qui sont enceintes, d'autres qui comptent avoir un enfant. Est-ce que c'est recommandé de se faire vacciner pour voilà, les jeunes filles qui ont envie de devenir maman? En fait, le Covid est dangereux pour les personnes âgées, pour les personnes avec des pathologies et pour les femmes enceintes. Donc si une femme, on a remarqué qu'une femme enceinte qui faisait le Covid avait plus de risques de faire de complications. Et donc, clairement, la balance bénéfice-risque va être en faveur du vaccin pour une femme enceinte pour protéger cette femme enceinte. Mais en amont, les jeunes filles qui souhaitent avoir un enfant, ce ne sera pas une barrière en termes de, je sais pas, de fécondité, tout ça, même pour les hommes aussi qui ont envie d'avoir des enfants? Donc il y a des rumeurs sur Internet par rapport à ça qui disent que le vaccin engendre un problème de fertilité, et c'est tout à fait faux. Ce serait un peu compliqué à expliquer d'où vient cette rumeur, mais clairement la théorie qui est à l'origine de cette rumeur est tout à fait fausse. Par rapport à ça, moi j'aimerais poser une question justement à Elias. D'où tu sors tes informations? Quand tu veux te renseigner sur le Covid, en fait, tu cherches où l'info? Et est-ce que vous en discutez? Est-ce que... Voilà, on en discute beaucoup. Donc c'est le sujet numéro 1 en ce moment, enfin depuis 1 an. Donc c'est au cœur de toutes les discussions, donc que ce soit à la maison, au boulot, avec les amis. Et donc, on prend pas toujours spécialement la peine d'aller vérifier ces informations. Et donc, comme on reçoit des infos de toutes parts, c'est parfois difficile de savoir différencier le vrai du faux et de trouver de bonnes sources pour vérifier ces informations, justement. C'est ce sur quoi je voulais rebondir. Je pense que quand on a comme ça une crainte par rapport au virus, au vaccin, il faut en parler. Et il faut en parler avec des gens qui savent où chercher la bonne info. Alors, voilà, c'est une petite pub pour les cabinets de généralistes, oui. Mais on a quand même des sources fiables, on est accessible, et ça vaut la peine, en fait, quand on a des questions, de venir les poser. Parce que rester avec ces questions et ne pas savoir où chercher la réponse, ça, c'est le pire. Parce qu'alors, autant pas faire ce vaccin. Ça devient dangereux, puisqu'on ne sait pas. Tandis qu'en fait, moi, ce que je vois souvent en consultation, c'est que les gens arrivent avec plein de questions, et je leur dis, d'accord, qu'est-ce que vous avez lu? Où est-ce que vous avez cherché votre info? Je vais vous en montrer une autre, et puis on compare, et on réfléchit, et on discute ensemble. Ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie, mais ça vaut vraiment la peine. On sait que les vaccins, ils mettent plusieurs années à être fabriqués, etc. Et je voulais savoir comment ça s'est passé pour le Covid et pourquoi on a eu droit à un vaccin aussi rapide, finalement. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Déjà, le fait que très rapidement, donc on a déclaré les premiers cas de pneumonie à Covid en décembre 2019. Et les Chinois ont partagé ce qu'on appelle la séquence génomique du virus, donc vraiment la carte d'identité complète du virus, à peine 10 jours après. C'était vers le 11, le 12 janvier. Et donc, en particulier les laboratoires qui travaillaient déjà sur des vaccins et en particulier aussi sur d'autres types de coronavirus, très rapidement, ils ont eu accès à vraiment tout le matériel génétique du virus. Et donc, ça a permis assez rapidement de réfléchir à, voilà, j'avais déjà telle technique de vaccin, maintenant, je vais l'adapter pour ce virus-là. Il y a eu énormément de collaboration aussi entre des grosses entreprises, des universités. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table en disant « vous devez tout miser là-dessus, il faut y aller ». Et puis, il y a eu quand même aussi beaucoup de facilité dans des processus administratifs. Donc, par exemple, les autorités qui autorisent la mise sur le marché d'un médicament, ce qu'on appelle la FDA aux États-Unis ou l'EMA en Europe, d'habitude, ils reçoivent tout un dossier en bloc quand toutes les étapes des études sont terminées et ils mettent 1 à 2 ans à répondre. Ici, lorsque les grosses études ont commencé, ce qu'on appelle les études de phase 3, par exemple au mois de juillet pour le Pfizer, le Moderna et d'autres vaccins, eh bien là, ils ont fait ce qu'on appelle un rolling review, c'est-à-dire que tous les mois, ils envoyaient tous les résultats qu'ils avaient. Donc, que ce soit les effets secondaires, que ce soit les premiers résultats d'efficacité. Et donc, lorsqu'il y a eu un nombre suffisant de personnes malades de Covid, que ce soit parmi les vaccinés ou les non vaccinés, pour voir si vraiment le vaccin était efficace, eh bien, à ce moment-là, les autorités de régulation, elles avaient déjà quasi toutes les données. Donc, elles ont pu beaucoup plus rapidement donner leurs réponses. Donc, il y a eu vraiment une facilitation au niveau des démarches administratives, beaucoup d'argent, beaucoup de collaboration, mais à aucun moment, et ça c'est vraiment le message important, on a lésiné sur les critères de sécurité ou d'efficacité. Concernant les effets secondaires des vaccins, est-ce qu'on a assez de recul pour savoir quels seront les effets secondaires à long terme? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Donc, il faut savoir que de façon générale, plus de 95% des effets secondaires en termes post-vaccination, ils surviennent dans les 6 semaines. Est-ce que ça va?
Ça va très bien. Et dans l'histoire de la vaccination, à chaque fois qu'on a cru qu'il y avait des effets secondaires très tardifs, par exemple, on avait dit à un moment donné la sclérose en plaques et l'hépatite B, eh bien, quand on a pris le temps d'analyser toutes les données, en fait, on se rend compte que non, il n'y a pas plus de sclérose en plaques chez les personnes vaccinées contre l'hépatite B par rapport à celles qui ne sont pas vaccinées. Et dans l'histoire de la vaccination, il y a souvent eu ça. Ah ben voilà, ce vaccin a produit tel effet à long terme, et puis après, non, en fait, c'était pas vrai. Donc, quand les vaccins sont sortis, l'exigence était d'attendre au moins, d'avoir un recul de au moins 10 semaines, donc non pas 6, mais 10, pour avoir quand même une certaine fenêtre de sécurité. Et puis, ce qui a été mis en place, c'est tout le système de pharmacovigilance, donc c'est-à-dire de suivi après l'usage dans la vie réelle. Donc il y a vraiment, dans tous les pays, si tu te fais vacciner, et puis même si tu as une rougeur ou que tu as un peu de fièvre, tu peux aller toi-même aussi le déclarer sur le site de l'Agence fédérale des médicaments. Donc ça a vraiment été mis. C'est ce qui permet maintenant de voir les différents effets secondaires, et au final, ce que l'on constate, c'est que les effets secondaires qui sont dans la population générale, dans la vraie vie, ce sont les mêmes que ceux qui ont été rapportés dans les études. Et le seul phénomène qui est apparu qui n'avait pas été décrit, c'est les fameux cas rarissimes avec l'AstraZeneca de thrombose cérébrale associée à une thrombopénie. Mais où, de nouveau, ça n'est pas apparu 3 ou 4 mois après. Ce sont des effets qui sont arrivés dans les 2-3 semaines après la vaccination. Donc, je crois qu'on ne doit pas avoir, de nouveau, on ne peut jamais dire jamais en médecine, mais de craindre par rapport à quelque chose qui survient dans 1 an, dans 2 ans. Il n'y a pas de raison. Le vaccin, c'est, on l'injecte. Sur le moment, notre système immunitaire va commencer à fabriquer les anticorps, et après, c'est fini. Il ne reste plus dans l'organisme. C'est tout notre système immunitaire qui fait le travail. Si vous voulez, on peut couper. Vous n'êtes pas obligé d'avoir d'autres questions. J'ai une dernière question. Okay. On sait qu'on peut attraper le coronavirus et ne pas manifester de symptômes. Est-ce que, suite à ça, on peut être immunisé? Et si on est immunisé, est-ce qu'on est encore obligé de faire le vaccin? Alors, on peut être immunisé après un Covid non symptomatique, mais l'immunité est moindre. Donc, on a fait des études et on a vu que ceux qui avaient fait un gros Covid avaient plus d'anticorps plus longtemps. Mais, comme de nouveau, l'être humain n'est pas un robot, tout est possible. Donc, on peut faire une sérologie pour regarder si on a des anticorps et voilà. Quand on vient de faire le Covid, on sait qu'on est de toute façon effectivement protégé, mais on a montré que même si l'immunité restait au minimum 8 mois, certaines personnes, et là je rejoins robot par robot, certaines personnes perdent déjà leurs anticorps après 3 mois, et quand il y a des cas de réinfection, parce que ça existe, souvent c'est après cette fourchette de 3 mois. D'où le fait qu'on recommande quand même la vaccination pour les personnes qui l'ont déjà fait. Ça ne sert à rien de le faire trop tôt, parce qu'on est protégé. Et après, comme il y a cette probabilité qu'on le soit moins au fur et à mesure du temps, on recommande quand même de faire la vaccination, aussi à cause de ces fameux variants. De dire que si on refait une dose au moins de vaccin, on va rebooster l'immunité, et donc tous nos globules blancs, donc nos soldats, nos anticorps seront prêts au taquet, et donc même s'il y a un variant qui vient et qui serait un peu plus agressif entre guillemets, on aurait entre guillemets suffisamment d'immunité. Donc on recommande quand même la vaccination. Une fois que cet objectif sera atteint, donc les 70%, est-ce qu'on pourra passer à autre chose, donc c'est-à-dire enlever le masque Il a envie de faire la fête. Mais nous aussi. C'est clairement le but, c'est la vaccination, c'est vraiment un des outils majeurs pour sortir de cette crise. Pour l'instant, ce qu'on a à côté, c'est ce fameux geste barrière, il y a la distanciation physique, etc. Et donc l'idée, c'est que lorsqu'on aura atteint un niveau tel d'immunité qui ralentira complètement la circulation du virus, parce que je pense pas, voilà, je suis pas Madame Irma, mais je ne pense pas qu'on va éliminer le virus, en tout cas parti comme il est parti. Mais si on réduit la circulation à quelque chose qui est tout à fait acceptable, donc l'idée c'est oui de lever le maximum, en tout cas les gestes barrières. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où on peut aller enfin sans masque, donc c'est un objectif. L'objectif c'est pas de rester masqué encore toute notre vie. Donc cet été, terrasse, resto, voyage. On a déjà eu un été l'année passée qui était plus confortable quand même que les quelques mois qui ont précédé. Et donc là, si on rajoute en plus la vaccination avec ça, il n'y a pas de raison. Et à nouveau, quand on parle vaccin, ce qui est dommage, c'est qu'on parle beaucoup de la peur qu'il y a autour du vaccin. Et c'est normal, il faut pouvoir en parler. Mais je crois qu'on oublie de voir aussi le côté extraordinaire. Enfin, nous, comme soignants, moi j'ai
Honnêtement, le jour où j'ai reçu ma première dose, j'étais émue, mais émue, enfin, j'ai versé une larme. C'est extraordinaire. Honnêtement, quand on a soigné autant de patients, quand on a vu aussi tous les dégâts, enfin, collatéraux, quand on a vécu toute cette pression, et quand on voit aussi toute la souffrance, tout, pas que par rapport aux personnes qui ont eu le Covid ou par rapport aux personnes qui ont perdu des proches, mais tout ce qu'il y a autour, les gens qui ont perdu leur emploi, les secteurs qui sont paralysés, se dire qu'en un an, on a un vaccin, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Il faut savoir que depuis que cette maladie est sortie, le corps médical s'est retrouvé en échec. À chaque fois qu'on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Donc on n'a pas trouvé de traitement, on n'arrivait pas à soigner les gens sont restés longtemps malades, il y a eu beaucoup de décès. Et vraiment, le vaccin, enfin, pour appuyer ce que Leïla dit, c'est un peu miraculeux, quoi. Ce qui vient de se passer ici, c'est un vrai miracle. Voilà. Et restez confiants dans l'avenir. N'oubliez pas de vous laver les mains avant de manger, hein.